Ma meilleure amie est entrée dans ma cuisine en pleurant, j'ai vu ton mari embrasser quelqu'un au centre commercial. Je suis tellement désolé. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai murmuré, ne sois pas désolé. Son visage est devenu pâle. Elle pensait me sauver, mais j'enregistrais sa liaison avec mon mari depuis des semaines. La vraie surprise. Son mari est mon avocat. On dit que votre meilleure amie est la personne qui connaît tous vos secrets et vous aime quand même. Manon connaissait les miens. Elle savait que Damien agissait bizarrement, travaillant tard, étant secret avec son téléphone. Elle m'a tenu la main pendant chaque conversation larmoyante sur mon mariage qui battait de l'aile. Elle m'a même aidé à engager un détective privé pour surprendre mon mari infidèle. Quelle bonne amie, n'est-ce pas, toujours là quand j'avais le plus besoin d'elle, posant toujours les bonnes questions, toujours si soucieuse de mon bien-être. Ce n'est que lorsque j'ai vu ce SMS, hâte de te voir ce soir, M, que j'ai réalisé la vérité. Ma meilleure amie ne m'aidait pas à attraper la maîtresse de mon mari. Elle était la maîtresse. Et maintenant elle allait apprendre que la femme qu'elle qualifiait de faible et d'ignorante avait eu 3 longueurs d'avance sur elle pendant tout ce temps. Juste avant que nous y revenions, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné. Je m'appelle Viviane Dubois et si vous m'aviez demandé il y a 6 mois de décrire ma vie, je vous aurais dit qu'elle était parfaite. Une image parfaite, en fait. Le genre de vie qui rend les autres jaloux lorsqu'ils parcourent vos publications sur les réseaux sociaux. Je vivais à Neuilly-sur-Seine, l'une de ces banlieues cossues où chaque pelouse semble sortie d'un magazine et où chaque maison coûte plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Mon mari, Damien, était tout ce qu'une femme pouvait désirer, grand, charmant, brillant dans l'immobilier, et assez beau pour que les autres épouses lui jettent des regards furtifs lors des barbecues de quartier. Nous étions mariés depuis 7 ans, ensemble depuis 9, et tout le monde disait que nous étions le couple en or. Damien m'apportait des fleurs tous les vendredis, juste comme ça. Nous faisions des voyages romantiques sur la Côte d'Azur et à Deauville. Notre maison était toujours parfaitement décorée, toujours prête pour les dîners que nous aimions organiser. Mais la partie la plus importante de ma vie parfaite était ma meilleure amie, Manon Pelletier. Nous avions été colocataires à l'université. Et d'une manière ou d'une autre, cette amitié avait survécu à tout, des carrières différentes, des villes différentes pendant quelques années, et même le mariage. Manon était la sœur que je n'avais jamais eue, la personne que j'appelais quand quelque chose de merveilleux arrivait ou quand tout allait mal. Manon avait épousé Vincent, un avocat d'affaires discret mais brillant, spécialisé en droit de la famille. Vincent était l'opposé de Damien à bien des égards. Là où Damien était bruyant et sociable, Vincent était réfléchi et réservé. Là où Damien attirait l'attention lors des fêtes, Vincent préférait les conversations tranquilles dans les coins. Mais ils s'équilibraient bien, tout comme Manon et moi. Nous étions devenus inséparables au fil des ans. Chaque été, nous louions une maison ensemble à Deauville. Chaque hiver, nous planifions des voyages de ski dans les Alpes. Nous étions les contacts d'urgence l'un de l'autre, les parrains et marraines des futurs enfants dont nous parlions tous d'avoir un jour. C'est lors d'une de nos soirées de jeux habituelles que j'ai remarqué pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Nous étions chez Damien et moi, jouant à un Trivial Pursuit pour couple, riant autour d'un verre de vin et de plats à emporter de notre restaurant italien préféré. Tout semblait normal jusqu'à ce que le téléphone de Damien se mette à vibrer constamment sur la table basse. « Tu ne vas pas regarder ?» demanda Manon, désignant le téléphone avec son verre de vin. Damien y jeta un coup d'œil et haussa les épaules. « Juste des trucs de boulot. Rien qui ne puisse attendre. » Mais les vibrations continuèrent, et je pouvais voir que cela dérangeait tout le monde. Finalement, je l'attrapai en plaisantant. « Allez, monsieur important. Voyons quelle crise nécessite votre attention immédiate. » La main de Damien jaillit plus vite que je ne l'avais jamais vu bouger, m'arrachant le téléphone des mains. La force de sa prise fit même tomber mon verre de vin, renversant du vin rouge sur notre table basse blanche. « Mon Dieu, Damien, dis-je en me levant d'un bond pour attraper des serviettes. C'est juste ton téléphone. » Désolé, dit-il rapidement, mais sa voix était tendue. C'est juste que... il pourrait y avoir des informations confidentielles de clients dessus. Je le regardais étrangement. En 7 ans de mariage, Damien n'avait jamais été secret à propos de son téléphone. Je connaissais son code d'accès. J'avais répondu à ses appels quand il était sous la douche. Cette soudaine protection me parut complètement hors de son caractère. Quand je levai les yeux après avoir nettoyé le vin, je surpris Manon et Vincent échangeant un regard. C'était rapide,
mais il y avait quelque chose de lourd là-dedans, quelque chose qui me serra l'estomac de malaise. « Tout va bien ?» demandai-je. « Bien sûr », dit Manon rapidement, ce sourire éclatant que je connaissais si bien se répandant sur son visage. Pourquoi ça n'irait pas? Mais pour le reste de la soirée, je ne pus me défaire du sentiment que quelque chose avait changé. Damien garda son téléphone face cachée sur ses genoux, et je remarquai qu'il le vérifiait discrètement tout au long de la nuit. Manon semblait plus animée que d'habitude, parlant fort et riant un peu trop aux blagues de Damien. La semaine suivante, je trouvai un reçu dans la voiture de Damien en cherchant mes lunettes de soleil. C'était d'une boutique de lingerie de luxe. De la lingerie chère, certainement pas ma taille, certainement pas mon style. Je fixai le reçu pendant un long moment, assise dans notre garage, essayant de trouver une explication innocente. Quand Damien rentra ce soir-là, j'attendais avec le dîner prêt et le reçu sur le comptoir. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, gardant ma voix légère et curieuse plutôt qu'accusatrice. Damien y jeta un coup d'œil et ne marqua même pas de pause. « Oh, ça. C'est pour l'anniversaire de Pénélope la semaine prochaine. Tu sais comment elle est avec les choses de luxe. » Pénélope était la sœur cadette de Damien, et oui, elle aimait les cadeaux chers. C'était une explication parfaitement raisonnable. Alors pourquoi quelque chose dans la réponse immédiate et fluide de Damien me dérangeait-il? J'appelai Pénélope le lendemain, juste pour discuter. Nous parlâmes de travail, de son nouvel appartement, du temps qu'il faisait. Finalement, je mentionnai que Damien avait fait des achats pour son anniversaire. « Oh, c'est tellement gentil de sa part », dit Pénélope. « Honnêtement, je suis surprise qu'il s'en soit souvenu. Tu sais comment sont les hommes avec les dates. » « Eh bien, il voulait te trouver quelque chose de vraiment spécial, dis-je prudemment. Quelque chose d'une boutique de lingerie de luxe. » Il y eut une pause. Une boutique de lingerie de luxe? C'est intéressant. Je veux dire, j'apprécie l'intention, mais Damien ne m'a jamais acheté de lingerie avant. Ce serait un peu bizarre, non? Après avoir raccroché, je restai assise dans ma cuisine pendant un long moment, regardant dans le vide. Pénélope avait confirmé l'histoire, mais quelque chose dans sa voix avait cloché. Gênée, comme si elle lisait un scénario qu'elle n'avait pas tout à fait mémorisé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prêter attention à des choses que j'avais précédemment ignorées. Comme la façon dont notre voisine âgée, Madame Lefebvre, semblait me regarder avec des yeux compatissants chaque fois que je la croisais à la boîte aux lettres. « Comment allez-vous, ma chère ?» demanda-t-elle un matin, sa voix portant un poids qui suggérait qu'elle ne faisait pas que de la petite conversation. « Je vais bien, Madame Lefebvre. »« Comment allez-vous ?»« Oh, vous savez, je ne dors plus aussi bien qu'avant. Je suis debout à toute heure, regardant par ma fenêtre. » Elle marqua une pause significative. « Je vois des choses. Des voitures dans des endroits où elles ne devraient pas être. Des gens qui vont et viennent à des heures étranges. » Je sentis mon pouce accélérer. « Quel genre de choses ?» Mais Madame Lefebvre me tapota doucement le bras. « Rappelez-vous juste, ma chère, que parfois les personnes les plus proches de nous sont celles que nous devrions surveiller le plus attentivement. » Ces mots me hantèrent pendant des jours. Je commençais à remarquer des choses dans le comportement de Damien que j'avais précédemment écarté. Comment il avait commencé à travailler tard plus souvent. Comment il semblait distrait pendant nos conversations, écoutant toujours à moitié tout en faisant défiler son téléphone. Comment il s'était soudainement beaucoup intéressé à aller à la salle de sport, à acheter de nouveaux vêtements, à prêter plus d'attention à son apparence. Le point de rupture arriva lors de la fête annuelle de mon entreprise. Je travaillais pour une agence de marketing au centre-ville, et chaque année, nous organisions une grande célébration pour les clients et les employés. Damien charmait habituellement tout le monde lors de ces événements, mais cette année, il passa la majeure partie de la soirée à parler à mon assistante, Belle. Belle avait 23 ans, blonde, et le genre de beauté qui faisait oublier aux hommes qu'ils étaient mariés. Je regardais Damien se pencher près d'elle, riant à tout ce qu'elle disait, lui touchant le bras quand il parlait. Ce n'était pas juste une conversation amicale. Il y avait quelque chose de délibéré et de séducteur dans son attention. « Votre mari fait certainement une forte impression, » dit Manon, apparaissant à côté de moi avec 2 verres de champagne. « Que voulez-vous dire ?» Juste que Belle semble très intéressée par tout ce qu'il dit. La voix de Manon portait une note d'inquiétude qui semblait sincère. J'espère que ça ne vous dérange pas que je le mentionne, mais c'est assez évident. Je regardais à nouveau de l'autre côté de la pièce. Damien avait la main sur le bas du dos de Belle, la guidant vers le bar.
D'autres personnes commençaient à remarquer. Je devrais probablement aller le sauver de lui-même, dis-je en forçant un rire. Viviane, dit Manon en attrapant mon bras. Si jamais tu as besoin de parler de quoi que ce soit, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas? La sincérité dans sa voix était réconfortante. Quoi qu'il se passât avec Damien, au moins j'avais Manon. Au moins, j'avais quelqu'un en qui je pouvais avoir entièrement confiance. Pour notre anniversaire ce mois-là, Damien m'emmena à la Tour d'Argent, un restaurant français chic du centre-ville. Cela aurait dû être romantique, mais Damien sembla distrait toute la soirée. Il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, regardant autour du restaurant comme s'il attendait quelqu'un. Quand notre serveur nous apporta une bouteille de vin que nous n'avions pas commandée, Damien parut agacé. « Je suis désolé, dit le serveur. N'est-ce pas votre habituel pour la table 7 ? Nous n'avons pas commandé de vin, dit sèchement Damien. Mes excuses, monsieur Dubois. Je pensais ? Eh bien, vous êtes habituellement ici avec. Le serveur s'interrompit, l'air confus et embarrassé. Avec qui, demandai-je. Personne, dit rapidement Damien. Il me confond avec quelqu'un d'autre. Mais le serveur avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Après son départ, je fixai Damien de l'autre côté de la table éclairée aux chandelles. Tu viens ici régulièrement ? Parfois, pour des dîners d'affaires. À la table 7 ? Je ne fais pas attention au numéro de table, Viviane. Mais je pouvais dire qu'il mentait. Il y avait quelque chose dans la façon dont il ne voulait pas croiser mon regard, la façon dont sa mâchoire se serrait quand il était irrité. En 9 ans ensemble, j'avais appris à lire les signes de Damien. Cette nuit-là, j'ai commencé à tenir un carnet. J'y notais chaque conversation étrange, chaque absence inexpliquée, chaque fois que l'histoire de Damien ne tenait pas tout à fait la route. Je me disais que j'étais paranoïaque, que je cherchais des problèmes qui n'existaient pas. Mais les preuves continuaient de s'accumuler. Les nuits tardives au travail devinrent plus fréquentes. Je trouvais un parfum inconnu sur ses chemises, pas mon parfum, quelque chose de floral et de chair que je ne reconnaissais pas. Il y avait des frais sur nos cartes de crédit pour des restaurants où je n'étais jamais allé, des hôtels dans des quartiers de la ville où Damien n'avait aucune affaire. La pire découverte arriva alors que je faisais la lessive et trouvai un morceau de papier plié dans le sac de sport de Damien. C'était un mot manuscrit, une écriture féminine, qui disait simplement « Hâte de te voir ce soir. Tu me fais me sentir vivante. » Monsieur, je fixai cette lettre pendant un long moment, la tournant et la retournant dans mes mains. Qui était M, et pourquoi Damien la faisait-il se sentir vivante alors qu'il semblait à peine remarquer que j'existais ? Je savais que j'avais besoin d'aide, mais je n'étais pas prête à impliquer des avocats ou des détectives privés. Pas encore. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance, quelqu'un qui connaissait Damien et pouvait m'aider à comprendre ce qui se passait réellement. J'avais besoin de Vincent. La décision d'approcher Vincent me parut à la fois naturelle et terrifiante. Il était avocat, ce qui signifiait qu'il comprenait la discrétion et les implications légales. Il était aussi l'ami de Damien, ce qui m'inquiétait quant à une loyauté partagée. Mais plus important encore, il était marié à ma meilleure amie, et si quelqu'un comprenait l'importance de protéger un mariage, ce serait lui. Je rencontrai Vincent pour déjeuner dans un petit café du centre-ville, loin de nos repères habituels à Neuilly-sur-Seine. Il arriva exactement à l'heure, comme toujours, portant l'un de ses costumes parfaitement repassés et tenant la mallette en cuir qui ne le quittait jamais. « C'est inattendu, dit-il en s'installant dans la banquette en face de moi. Non pas que je ne sois pas heureux de te voir, mais Manon a mentionné que tu étais stressé ces derniers temps. C'est justement de ça que je voulais te parler. » Je pris une profonde inspiration. Vincent, je pense que Damien a une liaison. Le visage de Vincent passa par plusieurs expressions, surprise, inquiétude, et quelque chose d'autre que je ne pus tout à fait identifier. C'est une accusation grave, Viviane. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Je sortis mon carnet et commençai à lui lire la liste des comportements suspects, des refus étranges, des absences inexpliquées. Vincent écouta sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes légal qu'il avait sorti de sa mallette. Et puis il y a ça, dis-je en faisant glisser le mot sur la table. Vincent l'examina attentivement, le tenant à la lumière comme s'il cherchait des empreintes digitales. C'est vraiment préoccupant. As-tu confronté Damien à propos de tout ça ? Une partie. Il a toujours des explications, mais elles semblent répétées, comme s'il s'était préparé à ces questions. Vincent hocha lentement la tête.
D'après mon expérience, quand l'instinct de quelqu'un lui dit que quelque chose ne va pas, il a généralement raison. La question est de savoir ce que tu veux faire à ce sujet. J'ai besoin de preuves. De vraies preuves, pas seulement des comportements suspects et des sensations bizarres. Je peux t'aider avec ça, dit Vincent. Je travaille avec un détective privé spécialisé dans ce genre d'affaires. Très discret, très minutieux. Il s'appelle Jacques Moreau, et il a aidé plusieurs de mes clients à rassembler des preuves pour des procédures de divorce. Le mot « divorce » me frappa comme un coup physique. Même si j'avais envisagé la possibilité, l'entendre dire à voix haute rendit tout soudainement réel et définitif. Je ne suis pas prête à penser au divorce pour l'instant, dis-je rapidement. J'ai juste besoin de connaître la vérité. Bien sûr. Mais Viviane, si Damien a une liaison, tu dois commencer à te protéger financièrement. Protection des actifs, documentation des biens matrimoniaux, ce genre de choses. Je peux m'occuper de tout ça discrètement. J'acceptai de rencontrer Jacques, et Vincent organisa tout. 2 jours plus tard, je me retrouvai dans le bureau d'avocat de Vincent après les heures de travail, assise en face d'un homme qui semblait sorti d'un roman policier. Jacques Moreau avait probablement la cinquantaine, les cheveux grisonnants et des yeux perçants qui semblaient capter chaque détail de mon apparence et de mon comportement. « Madame Dubois, dit-il, sa voix rauque, provenant, je suppose, d'années de cigarettes. Vincent m'a informé de votre situation. Je veux que vous compreniez que ce dont nous allons discuter est entièrement confidentiel, mais ce sera aussi intrusif et potentiellement douloureux. Êtes-vous préparé à cela ? » Je hochai la tête, bien que je ne fusse pas sûr d'être préparé à quoi que ce soit. Bien. Maintenant, j'aurai besoin d'accéder aux habitudes de votre mari, à son emploi du temps, à ses lieux habituels. J'aurai aussi besoin de photos récentes et d'une description de son véhicule. Je fournis tout ce que Jacques demanda, me sentant comme si je trahissais Damien même en lui remettant les informations. Vincent insista pour s'occuper de tous les arrangements financiers, payant les honoraires de Jacques par l'intermédiaire de son cabinet d'avocat pour maintenir mon anonymat. La première semaine sera une surveillance de base, expliqua Jacques. J'établirai ses habitudes, identifierai toute réunion ou lieu régulier qui semble suspect. Après cela, nous serons plus ciblés. Cette première semaine fut une torture. Je suivis les mouvements de la vie normale, travail, dîner avec Damien, conversation sur des choses banales comme les listes de courses et les plans du week-end, tout en sachant que quelque part dans la ville, un détective privé suivait mon mari et documentait sa trahison. Manon était ma bouée de sauvetage. Pendant ces jours sombres, elle semblait sentir que je luttais, appelant plus souvent, passant avec du café ou du vin, toujours prête à écouter quand j'avais besoin de parler. « Tu as l'air vraiment stressé ces derniers temps », dit-elle un soir alors que nous étions assises sur ma terrasse arrière, partageant une bouteille de vin pendant que Damien était censé être à un dîner de clients. « Est-ce que tout va bien au travail ? » « Le travail va bien, dis-je. C'est tout le reste qui semble s'effondrer. »« Que veux-tu dire ? » Je voulais tout lui dire, sur Vincent, sur Jacques, sur l'enquête qui se déroulait probablement à ce moment même, mais quelque chose me retint. Peut-être était-ce la peur de rendre tout réel en le disant à voix haute. Ou peut-être était-ce l'espoir que je me trompais sur tout. Je pense que Damien pourrait être. Commençai-je, puis je m'arrêtai. Je pense que notre mariage pourrait être en difficulté. Manon tendit la main et serra la mienne. Oh, ma chérie. Veux-tu en parler ? Je ne sais même pas par où commencer. Il agit si étrangement ces derniers temps. Secret, distant, comme si son esprit était ailleurs tout le temps. As-tu essayé de lui en parler ? Comment demander à son mari s'il vous trompe ? Et chérie, passe-moi le sel. Et au fait, tu couches avec quelqu'un d'autre ? Manon rit, mais c'était doux, pas moqueur. Peut-être pas exactement comme ça, mais la communication est si importante dans un mariage. Peut-être qu'il est juste stressé par le travail ou qu'il traverse une sorte de crise de la quarantaine. Peut-être, dis-je, mais je n'y croyais pas. Écoute, dit Manon. Si tu as besoin de quoi que ce soit, quelqu'un à qui parler, un endroit où rester, quoi que ce soit, tu sais que je suis là pour toi, n'est-ce pas ? Nous sommes meilleurs amis depuis trop longtemps pour laisser quoi que ce soit se mettre entre nous. Ces mots étaient si sincères, si réconfortants, que je faillis me mettre à pleurer là, sur la terrasse. Quoi qu'il se passât avec Damien, au moins j'avais Manon. Au moins, j'avais quelqu'un sur qui je pouvais compter entièrement. Le premier rapport de surveillance arriva une semaine plus tard.
Jacques avait documenté les mouvements de Damien pendant 7 jours, et les résultats étaient accablants. Damien avait menti sur le fait de travailler tard 3 fois cette semaine-là. Au lieu de dîner de clients, il avait rencontré une femme non identifiée à divers endroits de la ville. Les photos étaient granuleuses mais suffisamment claires pour voir Damien avec une femme brune qui semblait avoir à peu près mon âge. Ils furent photographiés dans un café du centre-ville, dans le parking d'un hôtel de charme, et marchant ensemble dans un parc où je n'étais jamais allé avec mon mari. Le sujet semble être dans une relation amoureuse avec cet individu, indiquait le rapport de Jacques dans un langage clinique. Un contact physique observé comprend se tenir la main, s'étreindre et s'embrasser. La relation semble établie et continue plutôt que décontractée. Je fixais les photos jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Il y avait mon mari de 7 ans, tenant la main d'une autre femme, l'embrassant comme il m'embrassait, la regardant avec une expression que je reconnaissais parce qu'elle m'était autrefois réservée. « Je suis désolé », dit Vincent quand je l'appelais après avoir lu le rapport. « Je sais que ce n'est pas ce que tu espérais entendre. » « En fait, c'est ce que j'espérais entendre, dis-je, me surprenant moi-même. Non pas que Jean soit heureuse, mais je commençais à penser que je devenais folle. Au moins maintenant, je sais que je n'imagine pas des choses. Que veux-tu faire ensuite? Je veux savoir qui elle est. Vincent organisa une surveillance plus ciblée. Jacques commença à suivre la femme mystérieuse, essayant de l'identifier et de comprendre sa relation avec Damien. Pendant ce temps, Vincent suggéra que nous installions un logiciel de suivi sur les appareils de Damien pour recueillir des preuves numériques. Je ne peux pas le faire, dis-je à Vincent. Je ne peux pas l'espionner dans notre propre maison. C'est trop violent. Je comprends, dit Vincent. Mais tu dois penser à te protéger. Si Damien prévoit de te quitter pour cette autre femme, il pourrait déjà être en train de déplacer des actifs, de cacher de l'argent, de se préparer à un divorce. Tu dois savoir à quoi tu as affaire. L'idée que Damien puisse prévoir de me quitter ne m'avait pas effleuré. J'avais été tellement concentré sur la trahison, la douleur de découvrir sa liaison, que je n'avais pas envisagé les implications pratiques. Penses-tu vraiment qu'il prévoit de me quitter? Je pense que tu dois être préparé à toute éventualité. Ce week-end-là, nous organisions un dîner chez nous. L'une de ces affaires élaborées que Damien aimait, avec du vin cher et plusieurs plats, et des conversations qui duraient tard dans la nuit. Manon et Vincent vinrent, ainsi que plusieurs autres couples de notre quartier. Je regardais Damien tout au long de la soirée, étudiant son comportement avec des yeux neufs. Il était charmant et attentionné, jouant le rôle du mari parfait pour nos invités. Mais je remarquais des choses que j'avais manquées auparavant. Comment il gardait son téléphone face cachée sur la table? Comment il s'excusait pour prendre un appel qu'il prétendait être lié au travail? Comment il semblait presque soulagé quand les invités commençaient à partir? Après que tout le monde fut parti et que nous nettoyions, le téléphone de Damien vibra avec un SMS. Il était dans la cuisine, chargeant le lave-vaisselle, et son téléphone était sur la table basse à côté de moi. Sans réfléchir, je jetai un coup d'œil à l'écran. Le message provenait de quelqu'un listé comme « Monsieur Pelletier » et disait « J'ai passé un moment merveilleux aujourd'hui. Hâte de te voir demain soir. » Monsieur Pelletier, le même M qui avait écrit le mot que j'avais trouvé dans le sac de sport de Damien. Mais Pelletier, c'était le nom de jeune fille de Manon. Elle l'avait gardé professionnellement après s'être mariée. Je fixai l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne, mon esprit tournant à plein régime. Ce devait être une coïncidence. Il y avait probablement des dizaines de Monsieur Pelletier dans la ville. Ce ne pouvait pas être. Mais alors que je regardais autour de notre salon, encore parsemé de verres à vin et d'assiettes du dîner de la soirée, je commençais à remarquer des choses qui ne m'avaient pas frappé auparavant. Manon était venue chez nous des dizaines de fois au fil des ans. Mais ce soir-là, elle s'y était déplacée comme si elle savait exactement où tout se trouvait. Elle était allée à la cuisine chercher plus de vin sans demander où nous gardions le tire-bouchon. Elle avait utilisé la salle de bain du rez-de-chaussée sans demander son chemin. De petites choses, des choses insignifiantes, sauf qu'elles n'étaient pas du tout insignifiantes quand on les additionnait. Les jours qui suivirent ce dîner furent parmi les plus étranges de ma vie. Je suivis ma routine normale, travail, courses, conversation avec Damien sur des choses ménagères banales, tout en ayant l'impression de vivre dans deux réalités à la fois. Dans une réalité, j'étais Viviane Dubois, directrice marketing à succès, épouse aimante, amie dévouée de Manon Pelletier. Dans l'autre réalité, j'étais une femme dont le mari avait une liaison avec sa meilleure amie, et tout le monde lui mentait en prétendant se soucier de son bien-être.
Je ne pouvais cesser de penser à ce SMS. Monsieur Pelletier. Ce devait être une coïncidence, mais les coïncidences commençaient à s'accumuler d'une manière qui semblait de moins en moins aléatoire. Je commençais à prêter une attention plus étroite au comportement de Manon quand elle était avec Damien. Lors du dîner, j'avais été tellement concentré sur Damien que je ne l'avais pas vraiment observé. Mais en y repensant, je me souvins de moments qui semblaient maintenant chargés de sens. Comment elle avait ri un peu trop fort à ses blagues. Comment elle avait trouvé des excuses pour lui toucher le bras quand elle lui parlait. Comment elle avait proposé de l'aider dans la cuisine alors que Vincent et moi étions en pleine conversation sur autre chose. Vincent avait monté un dossier pour mon divorce, rassemblant des documents financiers et des précédents juridiques. Mais je réalisais que j'avais besoin de rassembler quelques preuves moi-même avant d'être prête à prendre des décisions concernant mon mariage. Je commençais par l'ordinateur portable de Damien. Il le gardait dans son bureau à domicile. Et bien qu'il fût protégé par un mot de passe, je connaissais suffisamment Damien pour deviner ses mots de passe. Il utilisait des variantes de son anniversaire, de notre anniversaire, de son équipe de foot universitaire, des choses qui avaient du sens pour lui mais n'étaient pas particulièrement créatives. À sa troisième tentative, l'ordinateur portable s'ouvrit. Je me sentis comme une criminelle en fouillant dans ses fichiers, son historique de navigation, ses comptes de messagerie. La plupart étaient des choses de travail ennuyeuses, listes de propriétés, communication avec les clients, newsletters de l'industrie. Mais enfoui dans ces emails supprimés, je trouvais quelque chose qui me glaça le sang. C'était un fil de discussion entre Damien et quelqu'un avec l'adresse email manon.pécrivain@gmail.com. Les emails remontaient à 8 mois et devenaient de plus en plus intimes avec le temps. Les premiers étaient amicaux mais professionnels, discussions sur les investissements immobiliers, recommandations de restaurants, plaintes concernant les horaires de travail de leurs conjoints respectifs. Mais dans les emails les plus récents, ils faisaient des plans pour se rencontrer, exprimaient des sentiments l'un pour l'autre et discutaient de ce qu'ils appelaient « notre situation ». Je déteste mentir à Viviane, disait l'un des emails de Damien. C'est une bonne personne et elle ne mérite pas ça, mais je n'ai jamais ressenti pour personne ce que je ressens pour toi. La réponse de Manon était encore pire, je sais que c'est terrible, mais parfois je pense qu'elle est tellement concentrée sur sa vie parfaite qu'elle ne te voit même pas vraiment. Elle n'apprécie pas ce qu'elle a. Quand nous sommes ensemble, tu deviens la personne que tu es censé être. J'étais assise sur le fauteuil de bureau de Damien, fixant l'écran, ayant l'impression que quelqu'un m'avait enfoncé la main dans la poitrine et m'avait serré le cœur jusqu'à ce qu'il s'arrête de battre. Ce n'était pas seulement l'affaire. C'était la façon dont ils parlaient de moi. Comme si j'étais un obstacle à leur bonheur. Comme si j'étais trop stupide ou égocentrique pour remarquer ce qui se passait juste devant moi. Le pire, c'est qu'une partie de ce que Manon écrivait était probablement vrai. Je m'étais concentré sur le maintien de notre vie parfaite, de notre image parfaite. J'avais travaillé de longues heures, planifié des dîners élaborés, posté des photos soigneusement sélectionnées sur les réseaux sociaux qui montraient au monde à quel point nous étions heureux. Peut-être n'avais-je pas prêté suffisamment attention aux besoins de Damien. Peut-être avais-je pris notre mariage pour acquis. Mais cela n'excusait pas ce qu'il me faisait. J'imprimais les emails les plus compromettants et les supprimais de l'ordinateur de Damien, couvrant soigneusement mes traces. Puis j'appelais Jacques et lui demandais de concentrer sa surveillance sur Manon. « Vous pensez que l'autre femme est votre amie ?» demanda Jacques. « Je pense que l'autre femme est ma meilleure amie », le corrigeai-je. « C'est dur, Madame Dubois. Vraiment dur. Mais ça facilitera la surveillance. Je sais déjà à quoi elle ressemble grâce aux photos que vous avez fournies. » Cet après-midi-là, Jacques m'appela avec la confirmation. Il avait suivi Manon jusqu'au même hôtel de charme où Damien avait été photographié avec sa femme mystérieuse. Le moment correspondait parfaitement à la prétendue réunion de clients de Damien. Ils ont une routine, rapporta Jacques. Tous les mardis et jeudis après-midi, même hôtel, même chambre. Ils font ça depuis des mois. Je me sentis mal. Les mardis et jeudis étaient les jours où Manon m'appelait habituellement pour discuter, pour prendre de mes nouvelles, pour faire des plans pour le week-end. Elle m'avait appelé depuis des chambres d'hôtel où elle venait de coucher avec mon mari. Ce soir-là, Manon appela, pile à l'heure. « Et, comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, sa voix vive et joyeuse. « Bien, dis-je, essayant de garder ma voix normale. « Et la tienne ?»« Oh, tu sais, la routine. Réunion ennuyeuse avec un client, course, lessive. Parfois, je pense que ma vie est terriblement ordinaire. » Je faillis rire.
La voilà, mentant sans effort sur le fait d'avoir passé l'après-midi au lit avec mon mari tout en se plaignant que sa vie était ordinaire. « Comment va Vincent ?» demandai-je. « Il va bien. Il travaille encore tard ce soir, comme d'habitude. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à son travail plutôt qu'à lui. » Un autre mensonge. Je savais, grâce à ma propre surveillance, que Vincent était en fait à la maison, se demandant probablement où était sa femme pendant ses prétendues courses. « Et Damien ?» demanda Manon. « Comment vont les choses entre vous deux ?» L'inquiétude dans sa voix était si convaincante que pendant un moment, je crus presque qu'elle se souciait sincèrement de mon mariage. « Nous allons bien, dis-je. Tout est parfait. Je suis contente de l'entendre. Vous deux semblez si heureux ensemble. J'espère que Vincent et moi pourrons avoir ce que vous et Damien avez. » Je voulais crier. Je voulais lui dire exactement ce que Damien et moi avions, un mariage construit sur des mensonges, soutenu par sa trahison. Mais au lieu de cela, je dis juste, je suis sûr que vous l'aurez. Après avoir raccroché, je restai assise dans ma cuisine pendant un long moment, essayant de digérer la profondeur de la tromperie de Manon. Ce n'était pas juste une liaison. C'était une campagne systématique de manipulation et de mensonges qui durait depuis des mois. Je pensais à toutes les fois où Manon m'avait réconforté quand j'étais inquiète du comportement de Damien. Toutes les fois où elle m'avait encouragé à lui faire confiance, à travailler sur notre communication, à me concentrer sur les aspects positifs de notre mariage. Elle m'avait saboté tout en prétendant me soutenir. Le lendemain, je rencontrai Vincent pour discuter des procédures de divorce. Il avait préparé une analyse financière complète montrant comment Damien avait déplacé de l'argent, faisant des investissements qui seraient difficiles à tracer ou à diviser. Il planifie ça depuis un moment, dit Vincent. Les manœuvres financières ont commencé il y a environ 6 mois, ce qui suggère que ce n'est pas une décision soudaine ou un moment de faiblesse. C'est calculé. Et les lois sur la communauté des biens? Peut-il vraiment me cacher de l'argent? Pas légalement, non. Mais il peut rendre la recherche compliquée et coûteuse. La bonne nouvelle, c'est que nous avons la documentation de ces efforts pour dissimuler des actifs, ce que les juges n'aiment pas. Si nous pouvons prouver une tromperie financière délibérée, cela pourrait jouer en votre faveur. Vincent semblait mal à l'aise tout au long de notre réunion, plus tendu que d'habitude. Je me demandais s'il commençait à soupçonner quelque chose concernant le comportement de sa propre femme. « Vincent » dis-je prudemment. « Combien de temps Manon a-t-elle passé loin de la maison ces derniers temps ?» Il leva les yeux de ses papiers juridiques avec surprise. « Que veux-tu dire ? J'ai juste remarqué que quand je l'appelle, elle est souvent en train de faire des courses ou de rencontrer des clients. Elle semble plus occupée que d'habitude. » Vincent fronça les sourcils. « Maintenant que tu le dis, elle a beaucoup travaillé. De nouveaux projets d'écriture en freelance, dit-elle. Pourquoi demandes-tu ? Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas encore. J'avais besoin de plus de preuves, et je devais être absolument certaine avant de détruire un autre mariage. Aucune raison. Je m'inquiète juste qu'elle travaille trop dur. Mais je pouvais voir que ma question avait semé le doute dans l'esprit de Vincent. C'était un homme intelligent, et une fois qu'il commencerait à prêter attention à l'emploi du temps de sa femme, il commencerait probablement à remarquer les mêmes incohérences que j'avais remarquées avec Damien. Ce week-end-là, Damien annonça qu'il devait partir en voyage d'affaires pour une réunion avec un client. Grosse affaire immobilière à Strasbourg, dit-il. Je serais probablement parti jusqu'à mardi. Je savais qu'il mentait. Strasbourg était à 4 heures de route, nécessitant à peine un voyage de 4 jours. Mais je jouais le jeu, l'aidant à faire ses valises et lui souhaitant bonne chance avec son client. Après le départ de Damien, j'appelai Manon pour voir si elle voulait dîner, peut-être regarder un film. Ce serait intéressant de voir si elle était mystérieusement occupée pour les prochains jours. « Oh, j'adorerais, dit-elle, mais je vais en fait rendre visite à ma sœur à Lyon ce week-end. » Voyage de dernière minute. Drame familial. Tu sais ce que c'est. Manon n'avait pas de sœur à Lyon. Elle avait une sœur qui vivait à Lille et était actuellement enceinte de 8 mois. Je le savais parce que Manon et moi avions prévu d'assister à sa baby shower le mois prochain. C'est dommage, dis-je. Dis-lui bonjour de ma part. Je le ferai. On se rattrapera à mon retour. D'accord. Cette nuit-là, j'ai demandé à Jacques de suivre à la fois Damien et Manon. Son rapport du lendemain matin confirma ce que je savais déjà. Ils avaient conduit ensemble jusqu'à une chambre d'hôte dans les montagnes,
utilisant de faux noms pour s'enregistrer en tant que M et Madame Pelletier. Les photos fournies par Jacques les montraient marchant main dans la main dans une petite ville de montagne, partageant le petit déjeuner sur le porche de leur chalet, s'embrassant comme des jeunes mariés. Ils avaient l'air heureux. Ils avaient l'air amoureux. Et cela faisait plus mal que toute autre chose. Ce n'était pas seulement du sexe ou une attirance physique. Damien regardait Manon comme il me regardait autrefois. Ils construisaient quelque chose ensemble, planifiaient un avenir qui n'incluait pas leurs conjoints actuels. Lundi matin, j'étais assise à mon bureau, essayant de me concentrer sur mon travail, quand mon téléphone sonna. C'était Manon, appelant de son prétendu voyage à Lyon. « Et, je voulais juste prendre de tes nouvelles, dit-elle. Comment vas-tu ? Damien est-il rentré de Strasbourg ? Pas avant demain, dis-je. Eh bien, au moins tu as un peu de temps pour toi. Parfois, c'est agréable d'avoir la maison pour soi, n'est-ce pas ? Absolument, approuvai-je. Comment va ta sœur ? Oh, elle va bien. Juste le drame familial habituel. Tu sais comment sont les familles. J'écoutais son mensonge, débité avec une telle aisance, une telle confiance rodée, et je réalisais que cette conversation allait être ma dernière en tant qu'ami. Quoi qu'il arrive ensuite, notre amitié était terminée. 12 ans de souvenirs partagés, d'innombrables heures de rire, de larmes et de secrets. Tout cela détruit par sa trahison. Mais je n'étais pas prête à la confronter pour l'instant. J'avais encore une carte à jouer. Un dernier test pour confirmer ce que je savais déjà. Manon, dis-je, j'ai besoin de te dire quelque chose. Je pense que Damien a une liaison. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Quand Manon parla enfin, sa voix était soigneusement contrôlée. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Juste de petites choses. Il agit bizarrement, travaille tard, est secret à propos de son téléphone. J'ai trouvé des reçus pour des choses que je ne reconnaissais pas. Je suis probablement paranoïaque, mais je ne peux pas me défaire du sentiment que quelque chose ne va pas. Oh, ma chérie, dit Manon, et sa voix était pleine d'une sympathie que je savais maintenant être complètement fausse. Je suis tellement désolé que tu traverses ça. Lui en as-tu parlé ? Je ne sais pas comment aborder le sujet. Et si je me trompe ? Et si je suis juste insécurisé et paranoïaque ? Fais confiance à ton instinct, dit Manon. Si quelque chose te semble anormal, c'est probablement le cas. Mais tu dois faire attention à la façon dont tu gères ça. Ne fais pas d'accusations sans preuve. Le conseil était en fait judicieux, ce qui le rendait encore plus tordu. Elle me conseillait sur la façon d'attraper mon mari infidèle alors qu'elle était celle avec qui il me trompait. Je me sens tellement seul, dis-je. Comme si je n'avais personne en qui je pouvais avoir confiance. Tu m'as moi, dit fermement Manon. Tu m'auras toujours. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi. Quand je raccrochai le téléphone, je me mis à rire. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que l'alternative était de crier ou de pleurer, et j'étais au travail. Manon Pelletier, ma meilleure amie depuis 12 ans, la personne en qui j'avais plus confiance que quiconque au monde, couchait avec mon mari et me mentait en face tout en m'offrant son soutien et son amitié. Il était temps d'arrêter d'être la victime et de commencer à être la chasseresse. Armé de la vérité dévastatrice sur la liaison de Damien et Manon, je fis face à un choix qui définirait le reste de ma vie. Je pouvais les confronter immédiatement, crier, pleurer et exiger des explications qui ne mèneraient qu'à plus de mensonges. Ou je pouvais être plus intelligente qu'ils ne me l'avaient cru. Je choisis d'être plus intelligente. Le lendemain matin, j'appelai Manon avec des larmes dans la voix, de fausses larmes, mais elle ne pouvait pas me voir à travers le téléphone. Manon, j'ai besoin de toi, dis-je, laissant ma voix se briser d'émotion. Je crois que je perds la tête. Damien est rentré de Strasbourg hier soir et il était si distant, froid, comme s'il pouvait à peine me regarder. Oh, ma chérie, dit Manon. Et je pouvais pratiquement l'entendre essayer de ne pas paraître excité. Je suis tellement désolé. Veux-tu que je vienne ? Le ferais-tu ? C'est juste que... Je ne sais pas à qui d'autre en parler. En moins d'une heure, Manon était assise dans ma cuisine, me tenant les mains pendant que je lui racontais mes soupçons grandissants que Damien me trompait. J'observais attentivement son visage pendant que je parlais, notant comment elle parvenait à avoir l'air inquiète tout en célébrant probablement intérieurement. J'ai l'impression d'être une idiote, dis-je. Peut-être que j'ai été une femme terrible. Peut-être que je l'ai repoussée d'une manière ou d'une autre. N'ose pas te blâmer, dit fermement Manon.
Si Damien a une liaison, c'est de sa faute, pas de la tienne. Tu es une femme incroyable, Viviane. N'importe quel homme aurait de la chance de t'avoir. L'hypocrisie était à couper le souffle. Voilà la femme qui volait mon mari depuis 8 mois me disant quelle épouse merveilleuse j'étais. Je ne comprends tout simplement pas comment je n'ai pas vu ça, continuai-je. Je veux dire, si Damien me trompe, cette autre femme doit être quelqu'un qu'il voit régulièrement, quelqu'un avec qui il se sent à l'aise. Peut-être quelqu'un que nous connaissons toutes les deux. J'observais le visage de Manon pour toute réaction, mais elle était meilleure pour cacher ses émotions que je ne l'avais prévu. C'est possible, dit-elle prudemment. Les liaisons se produisent souvent avec des personnes de l'entourage habituel de l'infidèle. Collègues, voisins, amis d'amis. Le pire, c'est de ne pas savoir qui elle est, dis-je. Je n'arrête pas de l'imaginer. Est-elle plus jolie que moi? Plus jeune? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Manon me serra les mains. Arrête de te torturer. Qui qu'elle soit, elle n'est pas meilleure que toi. Elle est juste différente. Parfois, les hommes sont des idiots qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Pendant ce temps, Vincent m'aidait à tout documenter pour la procédure de divorce. L'équipe de jury comptabilité qu'il avait engagée découvrit que Damien avait été encore plus systématique dans sa tromperie que nous ne le pensions au départ. Il avait ouvert des comptes secrets, transféré de l'argent vers des investissements offshore, et même versé des acomptes sur des propriétés qui n'étaient pas à nos deux noms. Il planifie ça depuis plus d'1 an, me dit Vincent lors d'une de nos réunions. Ce n'est pas une liaison qui a mal tourné. C'est une stratégie de sortie calculée. Et Manon, demandai-je prudemment. As-tu remarqué quelque chose de différent dans son comportement ces derniers temps? Vincent parut mal à l'aise. En fait, oui. Elle travaille beaucoup le soir, prend de nouveaux projets en freelance. Elle dit que le travail est exigeant, nécessite beaucoup de réunions avec les clients. La crois-tu? Il resta silencieux un long moment. Je veux la croire. Mais certains détails ne collent pas. Elle a mentionné avoir rencontré un client dans un restaurant du centre-ville, mais quand j'ai appelé le restaurant pour nous faire une réservation, ils ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de l'entreprise qu'elle avait nommée. Je pouvais voir Vincent commencer à reconstituer ses propres soupçons. Il était trop intelligent pour ne pas remarquer les incohérences dans les histoires de Manon, surtout maintenant que j'avais semé le doute. Vincent, dis-je doucement. Et si je te disais que la liaison de Damien pourrait être avec quelqu'un que nous connaissons tous les deux, quelqu'un de proche de nous? Son visage pâlit. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que peut-être nous devrions tous les deux commencer à prêter plus attention aux personnes en qui nous avons le plus confiance. Ce soir-là, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai demandé à Jacques de transférer sa surveillance de Damien à Manon, en se concentrant sur son appartement secret en ville que Damien payait. Les résultats furent exactement ce à quoi je m'attendais, mais d'une manière ou d'une autre, toujours dévastateur à voir en noir et blanc. Les photos de Jacques montraient Manon menant une vie complètement différente dans cet appartement. Damien avait des vêtements dans le placard, des articles de toilette dans la salle de bain, des photos encadrées de deux sur la table de nuit. Ce n'était pas juste une liaison, c'était un mariage d'essai. Les preuves les plus accablantes provenaient des comptes de médias sociaux de Manon. En utilisant de faux profils, je découvris qu'elle avait posté des photos de l'appartement, le qualifiant de « son nouveau chez-soi » et parlant de « changements excitants » dans sa vie. Elle avait présenté Damien à ses amis en ligne comme son « nouveau petit ami », oubliant commodément de mentionner qu'il était marié à sa meilleure amie. Je découvris également que Manon avait menti à tout le monde sur l'état de son mariage. Elle avait dit à ses amis d'université qu'elle et Vincent faisaient une pause. Elle avait dit à sa famille qu'ils avaient des problèmes et envisageaient une séparation. Elle avait systématiquement préparé tout le monde dans sa vie à son divorce tout en prétendant être heureusement mariée quand elle était avec Damien et moi. La découverte la plus cruelle fut une série de SMS entre Damien et Manon que Jacques avait réussi à capturer grâce à la surveillance numérique. Ils planifiaient leur avenir ensemble, parlant de l'endroit où ils vivraient, du genre de mariage qu'ils voulaient, discutant même d'avoir des enfants ensemble. J'ai hâte que nous n'ayons plus à nous cacher, lisait-on dans l'un des messages de Damien. Je veux montrer au monde entier à quel point je t'aime. La réponse de Manon fut encore pire, bientôt, bébé. Une fois les divorces finalisés, nous pourrons commencer notre vraie vie ensemble. Fini de faire semblant de se soucier de leurs problèmes ennuyeux. Leurs problèmes ennuyeux. C'est ce que mon mariage était devenu pour eux. Un problème ennuyeux dont ils devaient faire semblant de se soucier pendant qu'ils construisaient leur relation secrète.
Mais l'échange le plus révélateur eut lieu lorsqu'ils discutèrent de leur plan pour révéler la liaison. Ils ne prévoyaient pas d'avouer. Ils prévoyaient de manipuler la situation pour que Vincent et moi découvrions la vérité d'une manière qui nous ferait passer pour les instables, les suspicieux. Nous les laisserons nous surprendre, avait écrit Damien. Faisons en sorte que ça ait l'air accidentel. De cette façon, nous passerons pour des gens qui sont tombés amoureux malgré leurs efforts pour faire ce qu'il fallait, au lieu de gens qui ont tout planifié. Exactement, avait répondu Manon. Pauvres Damien et Manon, déchirés entre l'amour et la loyauté. Les gens auront pitié de nous au lieu de nous haïr. En lisant ces messages, je réalisais que même leur plan pour me blesser était calculé et manipulateur. Ils voulaient être vus comme des figures romantiques tragiques plutôt que comme des menteurs infidèles. C'est à ce moment-là que je décidai qu'ils devaient apprendre à quoi ressemblait une vraie manipulation. 2 semaines plus tard, Manon m'appela en larmes. De vraies larmes cette fois, pas la fausse inquiétude qu'elle m'avait montrée pendant des mois. « Viviane, j'ai besoin de te dire quelque chose, dit-elle, la voix tremblante. J'ai vu Damien. Je l'ai vu avec une autre femme. Je faillis rire de l'ironie, mais je réussis à paraître choqué. Quoi? Où? Au centre commercial du Forum des Halles. Ils étaient près de la fontaine, et ils s'embrassaient. Je suis tellement désolé, Viviane. J'ai pris des photos, mais elles ne sont pas très claires. J'étais trop loin et je tremblais. Oh mon Dieu, dis-je, mettant juste la bonne dose de dévastation dans ma voix. Es-tu sûr que c'était Damien? J'en suis certaine. Je t'ai appelé dès que je les ai vus. Je conduis chez toi tout de suite. Quand Manon arriva, elle était l'image de la meilleure amie inquiète apportant de terribles nouvelles. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. Ses mains tremblaient alors qu'elle me montrait les photos floues sur son téléphone. Si j'avais connu la vérité, j'aurais été complètement convaincu par sa performance. Je n'arrive pas à croire que ça t'arrive, dit-elle en m'enlaçant d'une étreinte qui ressemblait à un coup de couteau dans le dos. Je suis tellement désolé d'avoir dû être celle qui te le dise. Merci de me l'avoir dit, dis-je, mon visage enfoui dans son épaule pour qu'elle ne puisse pas voir mon expression. Je sais que ça a dû être dur pour toi. Tu es ma meilleure amie, dit-elle. Je ne pouvais pas te laisser vivre dans un mensonge. L'hypocrisie était si écrasante que je faillis perdre mon sang-froid. Voilà la femme qui m'avait aidé à vivre dans un mensonge pendant 8 mois parlant de ne pas me laisser être trompé. Nous étions assises dans mon salon, Manon me tenant les mains pendant que je faisais semblant de digérer cette nouvelle dévastatrice. Elle proposa de rester avec moi, de m'aider à confronter Damien, de faire tout ce dont j'avais besoin. Chaque mot sortant de sa bouche était un mensonge soigneusement calculé, conçu pour maintenir sa couverture tout en paraissant solidaire. J'ai juste besoin de quelques minutes, dis-je finalement. Ça te dérangerait si j'utilisais la salle de bain? Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Pendant que Manon attendait dans mon salon, envoyant probablement un SMS à Damien pour lui faire savoir que le plan était en marche, je me tins dans ma salle de bain et me regardais dans le miroir. C'était ça. C'était le moment où je pouvais soit continuer à être la victime de leur manipulation, soit renverser complètement la situation. Quand je retournai au salon, j'en avais fini de jouer. Manon, dis-je calmement. Tu as raison. Damien me trompe, avec toi. La couleur quitta son visage si rapidement que je crus qu'elle allait s'évanouir. Sa bouche s'ouvrit et se ferma plusieurs fois, mais aucun mot ne sortit. Je sais pour l'appartement rue de Rivoli. Je sais pour les comptes bancaires secrets. Je sais pour les SMS où tu qualifies mes problèmes d'ennuyeux. Je sais pour vos plans de faire passer ça pour un accident afin que les gens aient pitié de vous au lieu de vous haïr pour ce que vous avez fait. Manon retrouva enfin sa voix. Viviane? Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais... Je sais tout, Manon. La question est de savoir si tu vas continuer à me mentir en face ou si tu vas me montrer assez de respect pour dire la vérité. Elle me fixa un long moment, et je pouvais la voir calculer si elle pouvait encore sauver la situation avec plus de mensonges. Finalement, ses épaules s'affaissèrent de défaite. Depuis combien de temps sais-tu? Demanda-t-elle doucement. Assez longtemps. Assez longtemps pour me protéger, assez longtemps pour m'assurer que toi et Damien ne détruisiez pas ma vie comme vous l'aviez prévu. Ça ne devait pas se passer comme ça, dit-elle, les larmes commençant à couler à nouveau. Ces larmes semblaient réelles, mais j'avais appris à ne plus faire confiance à rien venant de Manon Pelletier. Nous n'avons pas planifié ça. Nous avons essayé de lutter contre.
Vous avez essayé de lutter contre en louant un appartement ensemble, en planifiant votre avenir tout en mentant à votre mari et à votre meilleur ami. C'est une façon intéressante de lutter contre la tentation. Manon regarda autour de mon salon comme si elle le voyait pour la première fois. Enregistres-tu cette conversation? Qu'en penses-tu? Elle ferma les yeux. Que veux-tu de moi, Viviane? Je veux que tu appelles Damien et que tu lui dises de rentrer à la maison. Je veux que tu t'assoies ici et que tu l'attendes. Et ensuite, je veux que vous expliquiez tous les deux à Vincent ce que vous avez fait. Vincent ne sait pas encore. Mais il est sur le point de le savoir. Juste à ce moment-là, ma sonnette retentit. Manon me regarda avec des yeux paniqués. C'est Damien, n'est-ce pas? Tu l'as appelé. En fait, dis-je en marchant vers la porte d'entrée. C'est Vincent. J'ouvris la porte pour trouver Vincent debout sur mon porche avec plusieurs dossiers Kraft à la main et une expression sombre sur le visage. Bonjour Viviane, dit-il. Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sur nos conjoints. Derrière moi, j'entendis Manon halter. Vincent entra dans mon salon et regarda sa femme assise sur mon canapé. Bonjour Manon, dit-il calmement. Imagine ma surprise quand j'ai engagé mon propre détective privé et découvert que ma femme menait une double vie depuis près d'1 an. Manon commença à parler, mais Vincent leva la main. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, tu devrais savoir que j'ai des photos, des relevés financiers et la documentation de chaque mensonge que tu m'as raconté. J'ai aussi des copies des SMS entre toi et Damien discutant de vos plans pour manipuler vos 2 divorces. Vincent, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as fait ton choix. Tu le fais tous les jours depuis des mois. Vincent se tourna vers moi. Viviane, je te dois des excuses. Je suis au courant de cette liaison depuis 2 semaines et j'aurais dû te le dire immédiatement, mais je voulais rassembler des preuves pour nos 2 affaires de divorce d'abord. Tu savais depuis 2 semaines, demandai-je. Mon détective privé a trouvé l'appartement. Une fois que j'ai vu les photos des affaires de Damien là-bas, tout le reste s'est mis en place. Les nuits tardives, les clients mystérieux, la façon dont Manon agissait comme si notre mariage était déjà terminé. Je regardais Manon, qui pleurait silencieusement sur mon canapé. Alors tu savais que Vincent était suspicieux, et tu as quand même continué cette mascarade aujourd'hui? Je pensais que je pouvais arranger ça, murmura-t-elle. Je pensais que si je pouvais faire croire que j'étais juste une bonne amie, peut-être que Vincent ne reconstituerait pas le puzzle. Même maintenant, tu essaies toujours de manipuler la situation, dit Vincent. Même prise la main dans le sac, tu mens toujours. C'est à ce moment-là que Damien entra par ma porte d'entrée sans frapper, lançant joyeusement, « Chérie, je suis rentré tôt. Je pensais qu'on pourrait. » Il s'arrêta net en nous voyant tous les 3 dans le salon, Vincent tenant ses dossiers de preuves, moi debout les bras croisés, Manon pleurant sur le canapé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Damien, mais son visage montrait déjà qu'il savait exactement ce qui se passait. « Nous avons une séance de vérité, dis-je. À ton tour, Damien. Raconte à Vincent et à moi votre relation avec Manon. » Damien regarda autour de la pièce comme s'il calculait ses chances de s'échapper. « Je ne sais pas ce que tu penses savoir, mais... » Damien, dit Vincent doucement. J'ai des photos de toi emménageant tes vêtements dans l'appartement secret de ma femme. J'ai des relevés bancaires montrant que tu payais son loyer et ses factures de carte de crédit. J'ai des SMS entre vous 2 planifiant votre vie ensemble. Alors je te suggère de sauter la phase de déni et de passer directement à la gestion des conséquences. La confrontation qui suivit fut laide et douloureuse, mais aussi libératrice. Damien essaya de me rejeter la faute pour avoir négligé notre mariage. Manon essaya de prétendre qu'ils étaient tombés amoureux malgré leurs efforts pour résister à leurs sentiments. Tous 2 tentèrent de minimiser la planification et le calcul qui avait présidé à leur liaison. Mais Vincent et moi avions trop de preuves pour que leurs mensonges tiennent la route. Nous avions la documentation de fraude financière, de manipulation émotionnelle et de tromperie systématique qui durait depuis plus d'1 an. Les procédures de divorce qui suivirent furent rapides et brutales. Damien découvrit que ses tentatives de cacher des actifs jouaient en fait contre lui au tribunal. Le juge Morin fut particulièrement peu impressionné par la tromperie financière de Damien et m'accorda un règlement qui le laissa lutter pour maintenir son entreprise immobilière. « Monsieur Dubois, » dit le juge Morin lors de notre audience finale. Vos tentatives de frauder votre femme au cours de ces procédures démontrent un schéma de malhonnêteté que ce tribunal trouve profondément troublant.
votre règlement reflète non seulement la division des biens matrimoniaux, mais aussi une pénalité pour vos tentatives délibérées de contourner la loi. Le divorce de Manon d'avec Vincent fut encore plus dévastateur pour elle. Leur contrat de mariage, qu'elle avait signé sans le lire attentivement, la laissa avec presque rien. L'appartement que Damien payait était à son nom, donc elle le perdit aussi quand il ne put plus se le permettre. En moins de 6 mois, Manon était retournée vivre chez ses parents en province. Sa carrière d'écrivain freelance ne se remit jamais du scandale, et Damien, confronté à la ruine financière et à l'ostracisme social, finit par déménager dans le sud de la France pour recommencer à zéro. Mais la partie la plus satisfaisante de ma vengeance ne fut pas financière. Elle fut sociale. La nouvelle de leur liaison se répandit rapidement dans notre cercle social à Neuilly-sur-Seine. La tromperie élaborée, la trahison de l'amitié, la nature calculée de leur manipulation les transformèrent en parias sociaux du jour au lendemain. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de louche chez Manon, me dirent plusieurs personnes après que la vérité eut éclaté. Elle semblait trop intéressée par les affaires des autres, trop désireuse d'être impliquée dans les relations de tout le monde. Madame Lefebvre, ma voisine âgée, me prit à part un jour alors que je vérifiais mon courrier. J'ai essayé de vous avertir, ma chère, dit-elle. J'ai vu la voiture de cette fille dans votre allée à des heures indues quand Damien était censé être au travail. Je les ai vus ensemble dans sa voiture, mais je ne savais pas comment vous le dire sans passer pour une vieille commère. Vous avez essayé de m'avertir, dis-je. Je n'étais juste pas prête à l'entendre. Parfois, nous devons être prêts à voir la vérité avant de pouvoir l'accepter, dit-elle sagement. Vincent et moi avons maintenu une amitié basée sur le respect mutuel et une expérience partagée. Nous avions tous deux été trahis par les personnes les plus proches de nous, et nous avions tous deux choisi de gérer cela avec intelligence plutôt qu'avec émotion. Tu sais quelle est la partie la plus étrange, dit Vincent un soir alors que nous étions assis sur ma terrasse arrière, partageant une bouteille de vin et regardant le coucher de soleil. Je pense que Damien et Manon croyaient réellement qu'ils étaient les victimes dans tout ça. Comme s'ils étaient des figures romantiques tragiques dont l'amour était contrarié par des circonstances cruelles. Au lieu de deux personnes égoïstes qui ont détruit 2 mariages pour leur propre satisfaction, ajoutai-je. Exactement. Ils n'ont jamais assumé la responsabilité de la douleur qu'ils ont causée. Même à la fin, ils essayaient de nous faire sentir désolés pour eux. 1 an plus tard, j'utilisais mon règlement de divorce pour créer ma propre agence de conseil en marketing. Libéré de la pression de maintenir l'image de Damien et de soutenir sa carrière, je découvris que j'étais bien meilleur en affaires que je ne l'avais jamais cru. Mon entreprise se développa rapidement, attirant des clients qui appréciaient mon style de communication directe et ma réflexion stratégique. J'ai aussi commencé une thérapie, non pas parce que je m'effondrais, mais parce que je voulais comprendre comment j'avais pu manquer autant de signaux d'alarme. Comment avais-je pu être si aveugle à la tromperie de Damien, comment avais-je pu ne pas voir la manipulation de Manon? Vous faisiez confiance aux personnes que vous aimiez, m'expliqua ma thérapeute, Dr Sylvie Clément. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est ce que font les personnes saines dans des relations saines. Le problème n'était pas votre confiance. Le problème était leur fiabilité. Mais j'aurais dû voir les signes plus tôt. Peut-être. Mais même si vous l'aviez fait, qu'auriez-vous fait différemment? Confronter Damien la première fois que vous avez trouvé des reçus suspects? Il aurait menti, tout comme il a menti sur tout le reste. La seule différence, c'est que vous n'auriez peut-être pas rassemblé suffisamment de preuves pour vous protéger financièrement. Dr Clément avait raison. Mon approche méthodique pour découvrir la vérité m'avait finalement sauvé de conséquences bien pires. 2 ans après mon divorce, je reçus un appel téléphonique inattendu. C'était Manon, appelant de province. Viviane, dit-elle, sa voix faible et incertaine. Je sais que je n'ai aucun droit de t'appeler, mais j'avais besoin de te dire à quel point je suis désolé. Je ne raccrochai pas immédiatement, même si une partie de moi le voulait. J'ai été en thérapie, continua-t-elle, essayant de comprendre comment je suis devenu le genre de personne capable de faire ce que je t'ai fait, à Vincent, à notre amitié. Et qu'as-tu appris, demandai-je. Que j'étais jalouse de toi, de ta vie, de ton mariage, de ton succès. Au lieu de gérer mes propres problèmes, j'ai décidé de détruire ce que tu avais construit. Je me suis dit que Damien n'était pas heureux avec toi, que je le sauvais d'une manière ou d'une autre. Mais la vérité, c'est que j'étais juste égoïste et cruel. J'écoutais sa confession sans émotion. Les mots que j'avais autrefois désespérément voulu entendre me semblaient maintenant vides et inutiles. Je sais que tu ne me pardonneras probablement jamais, dit Manon.
Mais je voulais que tu saches que te perdre a été la pire conséquence de tout ce que j'ai fait. Pire que de perdre Vincent, pire que de perdre ma carrière, pire que de devoir retourner vivre chez mes parents. Tu étais la meilleure amie que j'ai jamais eue, et j'ai tout gâché pour un homme qui m'a largué à la minute où sa vie est devenue compliquée. Damien t'a quitté? Il y a 6 mois, quand son entreprise a commencé à péricliter et qu'il ne pouvait plus se permettre le style de vie qu'il m'avait promis. Il a décidé que j'étais trop de problèmes. Il s'avère que Damien Dubois n'est pas très loyal quand les choses deviennent difficiles. Il y avait une ironie amère dans le fait que Damien abandonne Manon de la même manière qu'il m'avait abandonné. Mais je ne ressentis aucune satisfaction dans sa douleur. J'espère que tu trouveras un sens à ta vie, Manon, dis-je finalement. Mais je ne peux pas faire partie de ce processus. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, et certaines personnes ne peuvent pas être pardonnées. Ce que tu as fait n'était pas juste une erreur. C'était un choix que tu as fait chaque jour pendant 8 mois. Après avoir raccroché, je m'assis dans mon nouveau bureau à domicile, regardant le jardin que j'avais planté derrière ma maison de ville. C'était plus petit que la maison que j'avais partagée avec Damien, mais c'était la mienne. Tout y reflétait mes choix, mes goûts, mes valeurs. Ce soir-là, je dînais avec un groupe d'amis que j'avais rencontré grâce à mon groupe de réseautage professionnel. De vrais amis cette fois, des gens qui avaient gagné ma confiance par leur constance et leur honnêteté plutôt que par une histoire partagée et des suppositions. Tu as l'air heureuse, remarqua mon amie Juliette alors que nous partagions le dessert. Vraiment heureuse, pas juste en train de faire bonne figure. Je suis heureuse, dis-je, et je réalisais que c'était vrai. Il m'a fallu un certain temps pour en arriver là, mais j'ai enfin l'impression de vivre ma vraie vie au lieu d'une performance de ce que je pensais que ma vie devrait être. Des regrets? Demanda Michel, un autre ami qui avait traversé son propre divorce difficile. J'y réfléchis sérieusement. Je regrette d'avoir fait confiance à des gens qui ne le méritaient pas. Je regrette de ne pas avoir prêté attention à mes instincts plus tôt. Mais je ne regrette pas la façon dont j'ai géré les choses une fois que j'ai découvert la vérité. Je suis fier de la façon dont je me suis protégé et dont je me suis battu. Cette nuit-là, alors que je fermais ma maison à clé et éteignais les lumières, je réfléchis à combien ma vie avait changé. Il y a 2 ans, j'étais Viviane Dubois, épouse et hôtesse, vivant pour l'approbation et le bonheur des autres. Maintenant, j'étais juste Viviane, chef d'entreprise et survivante, vivant pour mes propres objectifs et ma propre tranquillité d'esprit. La trahison de Damien et Manon m'avait presque détruite, mais finalement, elle m'avait libérée d'une vie construite sur des illusions. J'avais appris que j'étais plus forte que je ne le pensais, plus intelligente qu'on ne me l'avait cru, et digne d'un bien meilleur traitement que celui que j'avais accepté pendant si longtemps. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver. Parfois, les gens vous rendent service en vous montrant qui ils sont vraiment. Et parfois, la vie que vous construisez à partir des ruines de votre ancienne vie est meilleure que tout ce que vous auriez pu imaginer. Je m'appelle Viviane Dubois, et je sais enfin exactement qui c'est. Que feriez-vous si la personne en qui vous aviez le plus confiance s'avérait être votre plus grand ennemi? Parfois, la leçon la plus difficile que nous apprenons est que la trahison ne vient pas d'étrangers. Elle vient des personnes que nous aimons le plus. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les ténèbres cachées dans les relations quotidiennes.